Bonjour. Bonjour, je vous fais patienter encore quelques instants le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire. Alors, je vais me présenter. Je suis Laurence Peyre, chargée de la relation des entreprises à Mont-de-Marsan pour la CPM des Landes. Je serai accompagnée de mes homologues car aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinaire régional. D'ailleurs, je vais les laisser se présenter. Bonjour, Anita Junier. Je suis donc chargée de la relation entreprise à la Caisse de Niort dans les Deux-Sèvres donc je vais co-animer ce webinaire avec Laurence. Bonjour à tous, Anthony Mérigeau, je suis chargé de la relation d'entreprise à la CPM de la Charente. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous pourrons y répondre avec Alexandra. Et bonjour à tous, donc je suis Alexandra Tourisseau, chargée de la relation entreprise au sein de la Caisse commune de sécurité sociale de la Creuse. Si. Tout d'abord, un rappel, nous avons volontairement désactivé vos micros et caméras pour vous assurer une meilleure qualité d'écoute. Nous informons aussi que le webinaire sera d'une durée environ d'une heure. Tout au long de cette présentation, nous vous invitons à poser vos questions par le biais du module QR questionnaire réponse. Et bien sûr, nous répondrons à toutes vos questions à la fin de cette présentation, hein. Le support de présentation et le replay vous seront quant à eux envoyés par mail. Avant de commencer, je vais vous présenter notre métier au sein de l'assurance maladie. En tant que chargé de la relation entreprise, nous vous accompagnons sur les signalements DSN, attestation de salaire et déclaration d'accident de travail, et les autres déclarations assurance maladie en ligne pour sécuriser et accélérer vos échanges. Pardon. Nous aidons les équipes à détecter les anomalies et à améliorer la qualité des flux et les délais de paiement. Nous expliquons également réglementaire pour une aussi un relais de confiance. Nous animons des webinaires comme aujourd'hui. Nous informons souvent par mail et vous orientons vers les bons interlocuteurs. Pour nous contacter, le 3679, c'est notre plateforme dédiée aux employeurs. N'hésitez pas à demander un échange avec un chargé de la relation entreprise. Nous vous contacterons dans les 48 heures. Par contre, attention, nous ne gérons pas les suivis des dossiers. Tout ce qui va être suivi de vos dossiers réclamations, ce sera à voir directement avec le 3679. Aujourd'hui, on vous fait un webinaire sur nos attestations de salaire rejetées. Du coup, je vous présente le sommaire. On va commencer par le dernier jour de travail. Ensuite, on va voir les salaires, puis la subrogation. On va vous parler de l'attestation de salaire, la OD6, les indemnités journalières déjà payées et comment corriger une attestation de salaire. Bien évidemment, on vous laissera des contacts ou des sites pour avoir plus d'informations. Avant de commencer, voici les taux de rejection de salaire au niveau national en 2024 et 2025. Le taux de rejet SIJ demeure globalement stable pour la maladie, maternité thérapeutique, mais sont beaucoup plus élevés. Par exemple, en 2024, le taux est de 12,80% en DSIJ, alors qu'il est de 4% quand vous signalez en DSN. Le taux de rejet des attestations de salaire AT1P saisies sur Net Entreprise, DSIJ, restant important. Plus de 3 attestations de salaire sur 10 sont rejetées. Les données pour le taux des rejets AT1P en DSN sont indisponibles pour le moment.
L'assurance maladie demande aux entreprises de signaler les arrêts de travail des salariés en DSN. En signalant les arrêts de travail directement en DSN, vous bénéficiez immédiatement de plusieurs avantages. Des données plus fiables et sécurisées, moins de risques d'erreur, moins de rejet des attestations de salaire, un délai de paiement des indemnités journalières plus rapide, un gain de temps dans votre saisie. Effectivement, comme vous pouvez le constater sur notre tableau, les inconvénients de l'attestation de salaire par le biais de net entreprise ou papier, pardon, ça va être des salaires à renseigner manuellement, des risques d'erreur et d'oubli plus importants, un délai de paiement des indemnités journalières qui peut être plus important aussi. Dès réception d'un arrêt de travail d'un seul jour, vous devez effectuer un passage en maladie, maternité ou accident du travail, ainsi que pour chaque période en cas de congé fractionné, par exemple pour le congé paternité et accueil de l'enfant. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, la déclaration doit être faite dans un délai de 5 jours après avoir pris connaissance de l'arrêt. En revanche, si vous pratiquez la subrogation, vous avez plus de souplesse. Vous pouvez transmettre les signalements au fil de l'eau ou attendre la prochaine décenne mensuelle pour les envoyer. Et là, je vais vous laisser avec Anita qui va vous parler du dernier jour de travail. Merci Laurence. Donc le dernier jour de travail, donc les règles du dernier jour de travail que l'on appelle également DJT. Le dernier jour de travail ou DJT est une donnée essentielle. C'est à partir de cette date que l'assurance maladie va examiner les droits du salarié, déterminer la période de référence et déclencher l'indemnisation. En principe, le DJT correspond à la veille du début de l'arrêt de travail, peu importe les jours non travaillés ou la situation du salarié, s'il était en congé RTT, jour férié ou autre. Mais attention, si le salarié a travaillé le jour où l'arrêt est prescrit, alors le dernier jour de travail correspond à ce jour-là. Quelles sont les conséquences si le dernier jour de travail était rejeté par le service civil, ce qui va On va vous demander une attestation de salaire rectificative ou une DSN annule et remplace avec le bon DJT. Cela va vous procurer une charge de travail et éventuellement de l'insatisfaction. Si vous ne faites pas le maintien de salaire, votre salarié va également être mécontent puisque son arrêt ne va pas être réglé. Et le service IJ reprendra le dossier qu'une fois les documents refaits et réceptionnés. Donc, je vais maintenant vous présenter plusieurs exemples selon les différents risques. On va donc commencer par 3 exemples de derniers jours de travail en maladie. Alors, premier cas, votre salarié n'a pas travaillé le premier jour de l'arrêt, ici le lundi 4. Le dernier jour de travail, le dernier jour travaillé, est donc le dimanche 3, même s'il s'agit d'une journée habituellement non travaillée. Le DJT se situe à la veille de l'arrêt, indépendamment des jours de la semaine, week-end, jours fériés. Dans le deuxième cas, votre salarié a travaillé le premier jour de l'arrêt, ici le jeudi 7. Le dernier jour travaillé est le jeudi 7. Le dernier jour de travail se situe le jour dû par l'employeur. Et en dernier exemple, votre salarié vous présente un vendredi 15 durant sa période de congé payé. Le dernier jour de travail, arrêt de travail, soit le 14, le dernier jour de son congé payé. Maintenant, donc, nous allons voir le dernier jour de travail en paternité et accueil de l'enfant. Alors, pour rappel, donc, la première période représente un minimum de 7 jours, dont les 3 jours employeurs selon la convention collective ou accord de branche, et ce congé peut être pris en totalité dès le début. La date du dernier jour de travail du dossier correspond au dernier jour du congé légal employeur de 3 jours. Le solde est à prendre en une ou deux périodes d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période. Et c'est à prendre donc dans les 6 mois suivant la naissance.
Les dates de dernier jour de travail du dossier correspondent à la veille des fractions et doivent être saisies sur le même dossier. L'extrait d'acte de naissance est envoyé par les parents, mais l'employeur peut le transmettre avec le service du compte entreprise gérer un dossier d'indemnité journalière depuis netentreprise.fr pour faciliter le traitement du dossier, notamment en subrogation. Alors, par exemple, votre salarié vous informe de la naissance de son enfant au mercredi 6. Pour la première période donc obligatoire de 4 jours, elle va s'étendre donc du jeudi 7 au dimanche 10. Le dernier jour de travail sera le dernier jour du congé naissance employeur, soit le mercredi 6. En cas de fractionnement du congé paternité, par exemple, votre salarié s'absente pour son congé paternité du lundi 18 au dimanche 24, le dernier jour de travail indiqué sera la veille de chaque période, ici le dimanche 17. Il faut toujours respecter l'ordre chronologique des périodes lors de la saisie de vos signalements DSN. Alors, voyons maintenant le dernier jour de travail en maternité. Pour un congé maternité à compter du 26 mai, sans arrêt le dernier jour de travail et la veille du congé le 25 mai. En cas d'enchaînement des arrêts de travail, arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, puis congé pathologique du 26 mai au 8 juin, puis à nouveau un arrêt maladie du 9 juin au 25 juin, et enfin le début du congé. Le DJT sera le 14 mai pour tous les arrêts. L'employeur devra réaliser 4 attestations de salaire signalement DSN par anticipation. Il faut toujours respecter l'ordre chronologique des risques. Alors, un autre exemple concernant le dernier jour de travail en accident de travail, trajet ou maladie professionnelle. Alors, dans le premier cas, votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre qui entraîne un arrêt de travail immédiat. L'arrêt de travail débute donc le 5 octobre. Le dernier jour de travail est également le 5 octobre. Même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail, cette journée est toujours prise en charge par l'employeur, comme par exemple pour un accident de trajet. Puis donc, un deuxième cas, votre salarié a eu un accident de travail toujours le 5 octobre, qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail immédiat. Il a travaillé le 6 et le 7 et présente une prescription d'arrêt datée du 8 octobre. Le DJT sera donc le 7 octobre, la veille. Et pour donc finir, l'on va voir donc le dernier jour de travail à temps partiel que l'on appelle aussi TPT. Alors, on va commencer. Un temps partiel thérapeutique sera le 5. Un autre cas, du 6 février au 2 mars. Le DJT est le 5 février. Il est suivi d'un temps partiel thérapeutique du 3 mars au 31 mai, mais le dernier jour de travail reste le 5 février car le salarié n'a pas repris son travail entre les deux arrêts. On complique un petit peu. Votre salarié a eu un arrêt maladie temps plein du 6 février au 2 mars. Le dernier jour de travail est donc le 5 février. Son médecin lui prescrit un temps partiel thérapeutique du 3 mars au 31 mai. Le DJT donc reste toujours le 5 février. Cependant, il a un nouvel arrêt à temps plein en maladie du 9 avril au 13 avril. Là, donc, le dernier jour de travail devient le 8 avril, puisqu'en temps partiel, c'est une reprise d'activité thérapeutique, mais il y a une reprise d'activité. Donc, c'est un nouveau dernier jour de travail, le 8 avril. Il reprend à temps partiel thérapeutique et son médecin lui prescrit donc un nouveau avril au 31 mai. Donc, le
celui de l'arrêt à temps complet, on mettra le 8 avril. De salaire. Donc, ce qu'il faut retenir. Le dernier jour de travail donc, correspond généralement à la veille de l'arrêt de travail. En cas d'arrêt consécutif, même pour différents risques, le DJT reste toujours identique à toutes les déclarations. Et une DSN événementielle ou une attestation de salaire est à établir pour chaque risque. En cas d'arrêt non consécutif, comme 2 arrêts initiaux, un nouveau signalement est requis pour chaque arrêt avec un DJT fixé à la veille de chaque prescription. Et en cas d'enchaînement de périodes d'arrêt à temps complet et de temps partiel thérapeutique, le DJT à déclarer reste celui de l'arrêt à temps complet précédent. Donc, vous verrez sur plusieurs slides, vous aurez toujours en savoir plus des liens qui vous enverront soit sur Amélie Entreprise ou sur Net Entreprise. Donc, je vais laisser la main à Laurence pour vous parler des salaires. Je pense que tu as oublié de mettre ton micro. Merci Anita, pardon. Alors, comme je vous le disais, en cas d'arrêt de travail, transmettez l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie du salarié. C'est elle qui détermine les droits et calcule les indemnités journalières. Un salaire bien déclaré, c'est moins de réclamations, moins d'erreurs de trésorerie en cas de subrogation et plus aucune attestation rectificative à remplir. Donc là, on vous a présenté un tableau où il existe 2 types d'activités pour déterminer la période de référence des salaires. Donc en fait, on a une première ligne où on a une notion d'activité régulière. En maladie, il va nous falloir nous déclarer les 3 derniers salaires bruts échus précédant l'interruption du travail. En maternité, paternité et accueil de l'enfant, 3 derniers salaires bruts réduits de 21% échus interruption de travail. Le deuxième type d'activité qu'on va trouver, ça va être intérimaire ou saisonnier. Cette situation, il va falloir nous déclarer 12 derniers en maternité, paternité et accueil de l'enfant adoption, ce sera 12 derniers salaires bruts réduits de 21%, toujours pareil, échu précédant l'interruption de travail. Attention à ne pas confondre avec le net à payer indiqué sur le bulletin de salaire. Donc pareil, ça, on va vous reparler des salaires là dans ce tableau en maladie où on vous rappelle que le brut soumis à cotisation sécurité sociale après abattement éventuel de frais professionnels. Et pour les congés familiaux, le brut soumis à cotisation sécurité sociale moins les 21%. Donc vous le savez déjà, en signalement DSN, tout est automatique. Ici, on vous a fait une capture d'écran d'un bulletin de salaire pour que ce soit plus parlant par rapport à cette notion de salaire brut. Là, on vous a mis en avant la ligne que vous devez prendre en compte. C'est bien sécurité sociale, maladie, maternité, invalidité, décès. Dans notre situation, le montant à déclarer est de 2 922,52. Il conviendra de déclarer dans le salaire principal, les congés payés, au cours du mois de référence, ainsi et les primes annuelles. Pour le congé maternité, congé d'administration, le salaire brut soumis à cotisation moins les 20 égale 2308,79 qu'il faudra nous déclarer sur l'attestation de salaire. Ne pas oublier de cocher salaire réduit. Ici, je vais vous parler des salaires en accident de travail, maladie professionnelle et trajet. Dans cette situation-là, il va falloir nous déclarer le brut soumis à cotisation de sécurité sociale.
Il comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence, ainsi que les primes et rappels de salaire brut soumis à cotisation susceptibles d'être prises en compte, ainsi que les primes précédant le dernier jour de travail sur les 13 derniers mois. Pareil, là aussi, on vous a fait une copie d'écran pour que ce soit peut-être plus parlant pour vous. Là, vous voyez bien que ce qu'il faut bien en prendre, c'est la ligne accident de travail, maladie professionnelle. On est sur un salaire de 2 922,52 €. Dans cette situation-là, il faudra prendre en compte le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, ainsi que les primes mensuelles, le mois de productivité. Comme on vous l'a précisé tout à l'heure, les primes et rappels de salaire brut soumis à cotisation peuvent être susceptibles d'être pris en compte. Le plus simple est de signaler vos arrêts en DSN. Avant de vous lancer, on vous présente ici un tableau pour vous aider à paramétrer vos éléments de salaire dans votre logiciel de paie et qui sert à la reconstitution de l'attestation de salaire ATMP. La ligne 1 correspond au cadre A de l'attestation de salaire. On y retrouve les primes versées mensuellement permettant de compenser une contrainte liée à l'emploi, par exemple, prime d'habillage, d'outillage, etc. Ces primes sont paramétrées dans le bloc 51, comme il est précisé dans notre tableau. Sur la ligne 2 correspond au cadre B de l'attestation de salaire, les primes liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique, comme le 13e mois, 14e mois, prime de bilan. Là, par contre, il faudra le remplir dans le bloc 52. Sur notre troisième ligne correspond aussi au cadre B de l'attestation de salaire. On y retrouve les primes exceptionnelles liées à l'activité avec période de rattachement sur le mois civil afférent, prime de productivité, de performance, prime à la surcharge d'activité. Il faudra nous le déclarer dans le bloc 52. Un cas particulier, les heures supplémentaires et modulation du temps de travail. Les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence sont prises en compte dans le salaire de base. Exemple, accident de travail en juin 2024, le mois de référence en mai 2024. Au total, 60 heures supplémentaires effectuées en mars, avril, mai 2024, versées en mai 2024. Donc 20 heures effectuées sur le mois de mai 2024 à inclure dans le salaire de base cadre A. Les 40 heures restantes sont à exclure du salaire de base. En revanche, la modulation du temps de travail correspond à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés et elle est inscrite au contrat de travail ou convention d'entreprise. Exemple, accident de travail en janvier 2024, le mois de référence en décembre 2023. Au total, 150 heures effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023, versée en décembre 2023. Dans cette situation, le montant total des heures versées en décembre 2023, 150 heures, cadre A. Je vais vous parler des salaires rétablis. Si votre salarié n'a pas normalement, sur la base de son temps de travail prévu dans le contrat, le salaire reconstitué doit être rattaché au mois où l'absence a été réduite. Pour un contrat à temps partiel, le salaire est rétabli selon la rémunération du temps partiel. En cas de maternité, paternité, accueil ou deuil de l'enfant, le salaire reconstitué doit aussi tenir compte de la déduction forfaitaire de 21%. Attention, aux avantages en nature, ils ne sont comptabilisés que pour les jours de présence effective du salarié. Enfin, toutes les rémunérations soumises à cotisation selon l'article de la Sécurité sociale doivent être prises en compte. Ce qu'il faut retenir pour établir un salaire selon les situations suivantes. Nouvelle embauche,
En maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant, rétablir uniquement le mois de l'embauche. En accident de travail et maladie professionnelle, rétablir systématiquement le mois de référence. Mais aussi dans les situations maladie, maternité, paternité, accident de travail, maladie professionnelle, fermeture d'un établissement, congé payé, période de grève. Selon la situation suivante, absence non payée et non autorisée, employeur, journée de... Pour que ce soit peut-être plus parlant pour vous, on vous a fait un résumé. Salaire brut perçu pour la présence effective du salarié durant le mois M, plus part de salaire soustraite sur le mois du fait d'une absence autorisée, égale salaire établi du mois de mai. Comme vous l'a précisé Anita, si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à cliquer sur notre onglet En savoir plus. En cas de nouvelle embauche sur la période de référence, il convient de saisir un salaire à zéro pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche. Saisir un salaire établi uniquement sur le mois de l'embauche. En cas d'arrêt de travail sur le mois de la nouvelle embauche, il convient de saisir un salaire à zéro pour le ou les mois qui précèdent le mois d'embauche. Attention, la caisse d'assurance maladie se rapprochera de votre salarié pour l'envoi des justificatifs nécessaires à l'indemnisation si besoin. Et je vais vous relaisser avec Anita qui va vous parler de la subrogation. Merci Laurence. Donc oui, nous allons faire un petit focus sur la subrogation. Donc il faut toujours indiquer les dates extrêmes de subrogation selon votre convention collective ou accord de branche ou décret. Il ne faut surtout pas le travail que vous avez. Le maintien de mon salarié si son arrêt se prolonge. Là, vous indiquez, par exemple, à réception de l'arrêt initial, si votre convention collective prévoit une subrogation de 3 ans, vous saisissez une seule attestation de salaire avec des dates de subrogation du 16 avril 2024 au 15 avril 2027. Ainsi, en cas de prolongation, vous n'avez pas besoin de réaliser un nouveau signalement DSN et il n'y a pas de risque, le paiement cessera dès qu'il n'y aura plus de prescription. Mais attention, si vous vous êtes trompé dans les dates de subrogation et que vous nous adressez une attestation rectificative car votre salarié a perçu les indemnités à votre place, il n'y aura pas de régularisation sur la période réglée à tort. Vous devrez vous arranger avec votre salarié. La subrogation ne reprendra qu'à la date où vous adresserez l'attestation rectificative. Et toujours un rappel, un SIRET égale un seul RIB unique. Alors, donc oui, je relaisse la main du coup à Laurence. Anita, Oui, je me permets d'intervenir. Laurence, est-ce que tu peux rouvrir ton micro, s'il te plaît? Merci. c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, oui. Merci. Oui, pardon, excusez-moi. Cette attestation de salaire est à réaliser lorsque l'arrêt de votre salarié est prolongé au-delà de 6 mois. Cependant, depuis l'arrivée de la DSN, l'assurance maladie reçoit ces attestations de salaire à tort. Le plus souvent, le salarié a repris son travail. On vous explique pourquoi. Pourquoi vous recevez des comptes rendus métiers négatifs avec ce motif? Attestation d'ouverture de droit au D6 reçue à tort. L'absence de pardon. Vous avez omis de renseigner la date de renseignement réelle dans votre DSN mensuel. L'absence de cette saisie entraîne
ouverture de droit au-delà des traitements inutiles côté assurance maladie. Lorsque vous en DSN mensuel, cette date de reprise qui est très importante, réellement, et son motif, reprise normale, reprise à temps partiel thérapeutique, reprise à temps partiel raison personnelle. Et là, je vais vous relaisser avec Anita qui va vous parler des indemnités journalières déjà payées. Alors oui, concernant les indemnités journalières déjà payées, pourquoi recevez-vous des comptes rendus métier indemnités journalières déjà payées? Eh bien, cela signifie que l'assurance maladie a reçu des attestations de salaire en double, ce qui a pu entraîner donc soit un paiement en double des indemnités journalières, des régularisations complexes pour l'assurance maladie et l'entreprise, des éventuels indus pour vos salariés et vous en cas de subrogation. Donc, les bonnes pratiques à adopter. Toujours vérifier avant envoi. Assurez-vous que l'attestation n'a pas déjà été transmise. Il faut privilégier, bien sûr, le signalement DSN pour un meilleur suivi dans votre tableau de bord. Et un seul envoi suffit. Inutile de renvoyer une attestation en cas de prolongation, sauf si, bien sûr, vous avez une demande explicite rectificative par la caisse d'assurance maladie. En cas de votre bilan de traitement du site, vérifiez également en cas de subrogation vos décomptes IJ et bordereaux entreprise. Sinon, contactez le 36 79 avant de renvoyer une nouvelle attestation. Donc, je vais passer la main à Laurence. Comment corriger une attestation de salaire depuis votre logiciel de paye en utilisant le signalement DSN annulé remplace? Si l'erreur concerne le risque, le DJT ou la subrogation, faites un signalement DSN annulé remplace, corrigé. Si l'erreur concerne les salaires ou primes DSN mensuels, faites une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise et contactez votre éditeur afin de revoir le paramétrage. Important, l'envoi du signalement annulé remplace n'est possible qu'après correction de la DSN mensuelle. Depuis le compte entreprise, sur netentreprise.fr, à l'étape 4, cochez attestation de salaire rectificative et le reste de l'attestation. Attention, attester une attestation. Utilisez le signalement DSN avec un bon paramétrage. Vous n'aurez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Génération automatique des périodes de congé paternité. Le système prend tous ces éléments dans la DSN mensuelle et le signalement DSN. Soyez vigilants sur la date de dernier jour de travail. Les salaires, si besoin, voir avec votre éditeur de logiciel de paye, n'envoyez pas vos attestations de salaire en double. Respectez votre convention collective pour la période de subrogation. Et enfin, un SIRET égale un même RIB. Et je vais vous laisser avec Anita qui va vous parler de nos contacts. Merci Laurence. Donc oui, pour nous contacter, un seul numéro de téléphone pour joindre la caisse d'assurance maladie de votre salarié, donc le 36 79. Pour toute question liée à Net Entreprise, vous avez le 0806 800 700 et le site amélie.fr, rubrique entreprise, qui est une source d'information pour vous. Il permet donc de connaître les actualités de l'assurance maladie, les informations sur les cotisations, la prévention, les risques professionnels, vos obligations et démarches sur, par exemple, sur les arrêts de travail, des solutions. Et je vais laisser la main à Anthony pour vous parler donc de la clic rendez-vous. Merci Laurence, merci Anita. Je précise donc effectivement si certains Il d'entre n'y a pas vous ton n'ont micro, pas... Anthony. Ah, là c'est bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon, il y a des petits décalages, donc justement j'étais en train de dire
Si certaines informations n'ont pas été audibles, étant donné qu'on a des petites coupures, possiblement liées à la canicule. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis vous aurez aussi le replay et le support et la foire à questions dans les prochains jours. Donc, voilà, on s'excuse pour le désagrément et simplement donc on voulait, pour terminer ce webinaire et avant de passer à toutes les questions que vous pouvez encore avoir sur le sujet des rejets, Anita vous a parlé du 36 79, donc que vous pouvez contacter pour le suivi de vos dossiers. Simplement, on souhaitait, mettre en avant un nouveau service qui existe depuis le mois de janvier 2026, le service Clic Rendez-vous. Donc je vous ai mis le lien en haut à droite. Clic Rendez-vous, c'est quoi? C'est lorsque vous avez, plusieurs dossiers à vérifier, plusieurs, sollicitations à faire auprès de l'assurance maladie, potentiellement des réclamation, n'hésitez pas à passer par ce portail-là. L'idée, c'est que vous avez un portail ici, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez facilement réserver un créneau de rendez-vous pour avoir un échange de 30 minutes avec un téléconseiller expérimenté et vous allez pouvoir, après avoir créé votre compte, vous allez avoir une notification, par mail pour vous rappeler le rendez-vous. Vous aurez aussi, la possibilité de l'annuler si vous avez, résolu votre problématique, auparavant. Voilà, vous pourrez justement transmettre vos réclamations ou faire le suivi de vos dossiers par ce biais-là. Donc ça vous fera gagner du temps, étant donné que vous allez préparer en amont le rendez-vous de votre côté avec, le ou les numéros SIRET des établissements que vous gérez, les numéros de sécurité sociale de vos salariés, avec les dates d'arrêt, où vous attendez, des indemnités journalières, notamment dans les cas de subrogation. Vérifiez bien si vous avez effectué toutes ces démarches, avec, l'accès au téléservice. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est à jour de votre côté? Donc voilà, le site, c'est Clic Rendez-vous. N'hésitez pas à l'utiliser. On a des retours d'expérience de certaines entreprises qui nous disent que ça fonctionne très bien. C'est un gain de temps pour elles aussi. Donc on vous invite vraiment à passer par, ce service-là, surtout pour les entreprises qui ont beaucoup de dossiers à gérer. Voilà, je vous laisse, peut-être la main. De toute façon, on s'approche vers la fin du webinaire. Voilà, donc simplement aussi pour préciser que, au niveau de l'enquête de satisfaction que vous aurez, à la fin du webinaire, une fois que la fenêtre du webinaire va se terminer, vous, pourrez, demander, un accompagnement sur la thématique de rejet, hein, spécifiquement. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vais recouper la caméra pour qu'on n'ait pas de problème de bande passante et donc on a eu des sujets, au niveau des questions. On a répondu à plusieurs questions. Je me permets juste Mm. d'en reprendre quelques-unes avant que d'autres questions puissent arriver. Ça peut aussi, susciter des interrogations. On a eu des questions autour de la subrogation dans la fonction publique, donc on n'a pas de convention collective, hein, dans la fonction publique. Certains établissements s'appuient sur des décrets. Nous avons eu madame Leroy qui nous a précisé, des règles autour de la subrogation. Attention, dans la fonction publique territoriale, tout dépend des établissements, donc voilà, ça reste vraiment à la main de l'employeur. On a eu des questions autour des 21 en accident de travail, maladie professionnelle. Pourquoi ce fameux 21? Alors c'est simplement une mesure réglementaire, hein, de lissage national depuis le 1er janvier 2015. Donc certaines entreprises ont des cotisations, enfin, de part salariale à plus de 21, d'autres moins. Donc là, c'est un lissage national, donc c'est pour ça qu'on peut être à même de demander, la part salariale à 21 depuis le 1er janvier 2015. Madame Jamin nous pose la question C'est sur le site d'Epodoc. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Oui, il fonctionne toujours. sur- Alors, on a des petites coupures. Anita, quand tu parles, est-ce que c'est la même chose pour toi aussi? ouais, c'est très désagréable, on s'excuse, hein. On a beaucoup de coupures. Non, tu parlais, oui, de Depodoc qui existait toujours, Oui, mais on l'utilise pas tous, je pense. oui, oui. Donc, les pièces jointes, Madame Jamin, sont à tout ce qui concerne un dossier d'indemnité journalière sont à déposer sur le compte entreprise dans le suivi d'un dossier d'indemnité journalière, éventuellement.
Je vais me permettre de répondre à Madame Remory pour la DSN paternité. Effectivement, la DSN paternité, vous avez tout à fait raison. Donc, elle transmet l'attestation de salaire paternité à la caisse et les dates de congé paternité. Les dates par le fichier Excel, on oublie. On oublie complètement. C'est quelque chose alors qui n'existe plus, sauf à la demande express de la caisse ou vraiment un cas très particulier, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès au signalement DSN, vous avez saisi les dates par le congé, par le compte entreprise, pardon, les dates de congé paternité, et vous souhaitez les modifier. À ce moment-là, on peut vous demander le tableau de fractionnement. Les cas de congé paternité pour hospitalisation de l'enfant, le congé de paternité supplémentaire. Là, ça peut être un cas où on peut vous demander un tableau, mais ça restera de toute façon qu'à la demande express de la caisse. Donc, n'en tenez pas compte et restez uniquement sur le signalement d'arrêt de travail DSN, voire éventuellement la saisie des dates sur le compte entreprise. Alors, Il y a une... ouais, concernant Vas-y. l'attestation de rente, je ne sais pas si vous connaissez, vous, les collègues, parce que comme Oh, c'est pas une attestation qui est Oui, dématérialisée, oui, moi, j'ai pas c'est oui. une connaissance. pardon, pardon, je sais pas si vous m'entendez. Oui, en fait, l'attestation de rente, elle est envoyée, c'est pour que remplir, enfin, c'est pour que vous nous signalez les salaires qu'il a perçus pour le calcul de la rente en fonction de son taux, en fait. C'est pour ça. C'est pour, ça va permettre le calcul de la rente par rapport après à l'attribution, si c'est un capital trimestriel, ou mensuel. Dans tous les cas, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas dématérialisée, parce que du coup, c'est le service rente qui l'envoie directement. Et je me permets de compléter Laurence. Actuellement, effectivement, elle est sous format papier. Il y a des travaux pour que celle-ci puisse être déposée directement dans le compte entreprise en fin d'année, voire début d'année 2027. Mais pour le moment, c'est uniquement donc du format papier, donc manuscrit à renvoyer par courrier. Et Madame Feidi Dolbo nous demande et s'il n'y a pas de rente. Donc, je m'avance peut-être, mais pas d'attestation à compléter. Oui, tout à fait, je te confirme, puisque c'est vraiment le fait qu'il y ait la notion de consolidation avec séquelles, où en fait le service risque professionnel envoie un signalement au service rente, qui du coup va ouvrir ce dossier, étudier, et si il y a besoin, enverra l'attestation pour justement préciser les périodes qu'ils ont besoin, pour que vous puissiez nous la remplir et nous la retourner. Merci, Laurence. Je Je rebondis. Pardon. Oui, vas-y, Je parfait. Je rebondis te laisse. sur la réponse de Madame Leroy, donc, qui nous indiquait que dans la fonction publique territoriale, donc pour un agent stagiaire ou titulaire affilié au régime général, c'est 12 mois maximum donc, de subrogation en maladie. Pour les contractuels, c'est soit 2, 4 ou 6 mois selon l'ancienneté de l'agent. Et donc, Madame Leroy nous précise que c'est suite à un décret 88-45 du 15 février 88, y compris pour les titulaires et stagiaires de moins de 28 heures. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, Merci. Madame Leroy, pour ces précisions Merci, parce que Madame ça Leroy, nous est effectivement. On va le très noter. utile. Ça nous est très utile. On va le noter, on va le renseigner et Ouais, on pourrait éventuellement même le faire remonter. Donc, merci beaucoup pour cette information. Je me permets de répondre à une de mes collègues qui est au service RH pour Madame de la Landry. CPM Ok. Charente, donc qui est Mm. employeur, hein, par rapport au Oui, congé de naissance supplémentaire. Alors, actuellement, on est dans l'attente. On a reçu quelques informations à ce sujet et en termes de webinaire, on est dans l'attente d'un kit de communication pour proposer un webinaire. Donc, on est comme vous, voilà, dans l'attente. On est impatient d'avoir toutes les informations. Et vous pouvez les retrouver comme sur Net Entreprise ou sur Amélie Employeur. Il y a déjà pas mal d'informations indiquées. Alors, Alors, du coup, je crois pour, qu'on... Pardon, vas-y. pour la question de Madame Morin, Oui, tout à fait, ouais, vas-y, je te laisse. que nous sommes sur 6 jours de congés payés. Le dernier jour de travail sera forcément le samedi en cas d'arrêt maladie. Ça sera, oui, s'il est en arrêt maladie à la suite de ses congés payés, ce sera le dernier jour des congés payés. Donc, si ça tombe un samedi, ça sera un samedi, comme ça peut tomber un dimanche aussi. C'est la veille de l'arrêt maladie.
Oui, on s'excuse pour l'écho, pour Oui, des coupures n'hésitez surtout Internet. pas à revenir vers nous. Voilà, tout à fait, hein, après le webinaire, si des informations n'ont pas été audibles. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, après je peux rebondir à nouveau sur une question qui avait été posée qui était intéressante et donc je me permets, comme encore beaucoup de personnes sont présentes, de rebondir dessus et qu'il nous reste encore du temps. Quel était l'intérêt d'établir une attestation de salaire pour un arrêt de travail d'un jour seulement en cas de subrogation, puisque ça pourrait être une journée de carence? Alors il faut savoir que dans certains cas et en fonction justement des informations présentes, des informations médico-administratives, qui sont, intégrées au dossier, des individus, des salariés, l'arrêt maladie peut parfois être indemnisé dès le premier jour d'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'on va neutraliser la carence, donc vous ne pouvez pas savoir, pourquoi. L'assuré peut, ou s'il le souhaite, hein, il a le choix ou non, ça reste sa volonté de le faire, de vous informer de sa situation, médicale et administrative. Mais dans tous les cas, dès que vous avez un arrêt de travail, peu importe la durée, que ça soit 1, 2 ou 3 jours, ou plus, de toute façon, vous faites l'attestation de salaire parce que potentiellement, c'est indemnisable dès le premier jour d'arrêt. Donc là, en maladie, hein, forcément. Et on avait une autre question vis-à-vis de la caisse des congés payés. Comment ça se profile finalement au niveau du salaire reconstitué? Donc il faut savoir que depuis 2021, pour les entreprises qui sont dans le secteur du bâtiment, la caisse des congés payés est passée en DSN et en fait le système d'information DSN vient intégrer les données liées aux congés payés. Donc ce qui fait que les attestations de salaire, de manière automatique, se voient véhiculer toutes les données dans le salaire établi liées aux congés payés. En fait, vous n'avez pas besoin de procéder à d'autres informations dans votre logiciel, ça se fait de manière automatique à partir du moment où vous signalez l'arrêt de travail. Et avant, sur Net Entreprise, on vous demandait de calculer manuellement le salaire établi avec le talon de la caisse des congés payés. Et je vois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Oui. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin, à compléter l'enquête de satisfaction pour qu'on puisse vous accompagner dans les prochaines semaines, pardon, décidément. Donc, pour ma part, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de semaine, un bel été. Merci à vous pour votre attention. Excusez-nous encore pour le désagrément entre la connexion, les micros et autres. Bon, j'espère que qu'on a été clair, que vous avez apprécié cette présentation. Oui. Je vais vous souhaiter une bonne journée à vous ainsi qu'à mes collègues présents et merci de votre accompagnement et de m'avoir accompagné. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence et puis je vous souhaite également un bel été à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Oui, merci à tous pour votre présence et puis à bientôt et bonne semaine, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir, bonne journée.